Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai aujourd'hui le plaisir d'être accompagnée de la pétillante Elena Blanchet, qui est notre experte en expérience client pour la haute joaillerie. Et nous avons d'ailleurs le plaisir d'enregistrer cet épisode lors du salon J'aime Geneva, qui est spécialisé sur ce secteur de la haute joaillerie. Bonjour Elena. Bonjour Joanne, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir d'être là avec toi et avec tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi d'être présente. Alors, pour vous expliquer, Elena, qui est d'origine polonaise, et vous entendrez son charmant accent que j'adore, est arrivée à Paris à l'âge de 22 ans et a commencé finalement sa carrière dans le retail en travaillant en boutique, notamment chez Christian Dior, chez Boucheron, chez Chanel Joaillerie, puis chez Bulgari, que ce soit sur Paris, Londres, puis elle s'est installée sous le soleil de Cannes. C'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Et moi, j'avais vraiment envie de donner la parole à Elena aujourd'hui pour qu'elle vous partage justement son expertise et son regard affiné à la fois sur le monde de la haute joaillerie, mais aussi sur sa spécificité en termes d'expérience client et sur les clés pour réussir à motiver les équipes, à développer justement tous les facteurs motivationnels et toute la notion de KPIs en boutique. Donc c'est pour ça que je voulais te donner la parole aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme le porte le nom de ce podcast, dans un premier temps, moi, je serais curieuse de savoir quelle est ta vision de l'excellence et notamment dans ce secteur si particulier et calfeutré de la haute joaillerie. C'est une question qui est très intéressante parce que je trouve que chacun de nous a une autre perception d'excellence. Autant les clients qui ont leurs besoins, leurs attentes, ils ont une idée d'excellence qui peut être différente de la personne qui les accueille dans la boutique ou dans un endroit où ils sont là pour les clients. Donc en effet, ma vision personnelle n'est peut-être pas la même que les autres, mais moi je pense que excellence elle est très liée aux émotions qu'on nourrit chez la personne que nous avons en face de nous. Donc, on cherche une espèce de pont entre les deux pour pouvoir arriver à anticiper leurs besoins pour que leurs valeurs soient rencontrées à un moment donné. Donc, on crée une expérience qui est à la hauteur de leurs expectations. Leurs attentes en fait. Enfin, ce sera plutôt ça en français. Donc je pense que ce serait ça ma définition, pas très bien précise peut-être, mais comme c'est quelque chose d'assez difficile à cerner, je pense que ce serait plutôt ça ce que je dirais que excellence présente pour moi. Pour récapituler, pour toi, l'excellence, c'est la capacité à créer un lien émotionnel avec le client à 100%. Qui arrive en boutique. Oui. Et le sujet sur lequel on échangeait en prenant notre petit déjeuner juste avant, c'était le fait que la problématique qu'on observe chez nos clients aujourd'hui, c'est que finalement, ils ont du mal à motiver leur personnel à vendre plus. Et la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que aujourd'hui, un vendeur qui fasse bien son travail ou qui le fasse mal, il a le même salaire à la fin du mois. Donc, c'est pas très motivant pour lui. Selon toi, est-ce que tu pourrais nous partager ta vision de comment réussir à enthousiasmer les équipes de vente en magasin? Comment leur donner envie d'aller connecter avec leurs clients? Parce que le vrai fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont même plus envie d'aller donner de l'énergie à leurs clients. Oui, c'est très pertinent et je pense que souvent le problème est vu un peu à l'envers parce que
moi, je suis plutôt partisan du fait que le côté transactionnel, ce n'est plus le côté où il faut miser. Et ce qui nous arrive de plus en plus, c'est justement de se détacher, nous, comme je dis en général, parce que nous sommes un client à un moment donné dans plusieurs aspects de notre vie. Donc, la tendance, si je peux le dire, c'est plutôt aller vers relationnel parce qu'on apprécie de plus en plus l'échange humain. Et du coup, comme souvent je donne l'exemple de Covid, donc le côté justement produit transactionnel, c'était quelque chose qui avait un énorme boom et le produit se vendait un peu automatiquement eux-mêmes. C'était quelque chose qu'on a rencontré pendant Covid et après Covid. Et on a rencontré le moment de luxury fatigue après quelques années. Et on observe de plus en plus, moi aussi j'observais ça à l'époque, j'observe ça toujours, que il y a énormément de gens qui sont penchés vers le côté relationnel parce que c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui crée attachement entre les gens, entre les humains en général, mais aussi entre les clients et la personne qui est l'ambassadeur de la marque. Donc du coup, si on garde l'approche transactionnelle, c'est l'idée qui est faussée à la racine, puisque l'attente des clients n'est plus la même parce qu'ils sont pas là pour acheter. Ils sont plus là pour acheter. Les clients, s'ils veulent l'acheter, enfin, nous vivons dans le temps où ça suffit à appuyer un bouton et acheter en ligne. Donc, ça se fait même dans la haute joaillerie. Il y a des maisons auctions qui vendent online et ça fonctionne très bien. Donc, si un client il souhaite pas sortir de sa maison et puis faire un achat et puis se faire plaisir comme ça, sans avoir une relation, enfin une interaction entre humains, ils peuvent le faire. Ce qui fait la différence justement, c'est le côté humain et le côté le facteur humain en fait. Je trouve que c'est quelque chose qui jusqu'au-là où ces derniers, je dirais même plus que 5 ans, même 10 ans, je dirais, qui étaient sous-estimés. Et du coup, j'ai envie de retourner le problème et dire que, ok, peut-être on veut pas que nos équipes vendent, qui se concentrent sur la vente pour faire les chiffres. Ce qu'on veut, qu'ils arrivent à créer les relations entre eux et les clients. Et du coup, ce qui se passe après, un peu comme moi j'appelle ça byproduct de la relation, donc le résultat automatique ou en quelque sorte naturel, organique de cette relation, c'est que le client il est loyal, c'est une relation à long terme qui a été créée et ils achètent avec plaisir avec la personne qui a créé ce lien. Donc, bien sûr, il est attaché à la personne, il est attaché à la marque, ses valeurs sont respectées, il y a une vraie connexion qui a été créée. Donc, nous avons, grâce à ça, réussi à créer quelque chose de beaucoup plus fort que le one-off, entre les guillemets, donc la vente qui s'est faite, et puis voilà, on a encaissé tel et tel montant. D'où justement ma vision, c'est penser à long terme et penser plutôt à comment créer un incentive pour que nos équipes arrivent à avoir ce genre de mindset et implémenter ce genre de mindset et qui puissent venir vers les clients pour justement les enchanter, les inviter dans le monde de la marque et dans leur monde à eux, parce que chacun de nous est un humain différent et on a les valeurs qui sont très appréciées. Chacun de la personne qui nous rencontrons dans une boutique ou même dehors des boutiques, parce qu'il y a beaucoup de confondeurs qui travaillent aussi hors des boutiques, par exemple. Et ils sont un peu les électrons libres, entre les guillemets. Donc c'est ça la valeur ajoutée de pouvoir être la personne qui sait créer les liens, qui sait créer les relations qui durent et qui donne envie
ces clients élites, entre autres aussi, de garder la relation et les revenir parce que ils se sentent bien, ils ont envie d'être là et puis vivre cette énergie. De passer un bon moment. De passer un bon moment. Des pop-in pour un café, par exemple. Alors, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les marques, aujourd'hui, ont compris que un des facteurs clés de succès pour la vente, c'était de se concentrer sur ce facteur émotionnel, sur cette notion d'enchantement du client, mais qu'il leur manque quelques clés pour réussir à modifier le mindset finalement de leurs vendeurs, que ce soit en boutique ou à l'extérieur, parce que effectivement, faut pas oublier les grands vendeurs qui s'occupent des relations très privilégiées avec cette clientèle d'élite, et il leur manque finalement quelques clés pour réussir à faire en sorte que leurs équipes arrivent à nouer cette relation et ce lien si particulier avec les clients. Donc l'intention, elle est là. Mais il manque les étapes pour y arriver. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu puisses nous partager 3 clés. Si tu avais 3 conseils à donner aux marques de luxe, que ce soit d'ailleurs dans la haute joaillerie ou ça peut s'appliquer finalement à d'autres produits aussi ou d'autres services. Mais partons d'un principe qu'une personne veut développer ce mindset et ce lien émotionnel. Quelles sont, selon toi, les 3 étapes indispensables pour y arriver ? Oui, avec plaisir. Et je pense que ça commence par la culture interne du lieu. Et je comprends par cela déjà l'ambiance qui est créée entre les employés et le management, la façon dont le management approche les employés aussi. Est-ce qu'il y a une confiance qui est installée ou pas? Quel genre d'approche? Est-ce que c'est l'approche coaching qui est privilégiée ou plutôt l'approche très hiérarchique, très basée sur les exigences, un peu moins sur célébrer ce que nous avons réussi à faire, donc moins sur motivation, plus sur, disons, pression, parce que ça crée une énorme différence par rapport au mindset qui est établi du coup par la suite. Est-ce que tu peux creuser un petit peu ça? Parce oui. que je trouve qu'on voit encore beaucoup de management pression avec une exigence de résultat. Et donc on se focalise sur le résultat, la performance. Est-ce que tu peux creuser un peu et justement, selon toi, comment on change ça? Oui. Donc, je pense que ça vient toujours du fait que, comme on est un peu fixé, jusque-là, beaucoup plus fixé sur le côté transactionnel, du coup, le mindset est transactionnel, donc on est dans la pression d'arriver à certains turnovers, certains chiffres, et donc pousser. Et du coup, pendant ce voyage-là, on loupe le moment où il y a des bonnes choses qui se passent, des belles choses qui se passent, et on oublie de s'arrêter et les célébrer en disant « mais t'as fait un super travail, là, bravo, je te félicite », donner justement le moment pour que la personne, pour que l'équipe se sente valorisée, et puis on s'arrête un tout petit peu pour prendre plaisir de ce qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est passé. Et ce qui marche énormément pour les gens qui font partie de ces milieux-là, parce que c'est les gens qui sont ambitieux, c'est les gens qui sont motivés, c'est les gens qui sont passionnés par leur travail. Donc forcément, ce n'est pas seulement la pression, entre les guillemets, le bâton qui marche avec eux, mais au contraire, comme eux, ils ont une mission à eux-mêmes compris. Donc, ils se sont valorisés par des éléments gentils et puis par reconnaissance de leurs efforts. Ça paraît quelque chose qui est petit détail, mais en gros, ça a un énorme impact sur les gens avec qui nous travaillons.
Donc ça, c'est la première chose, pouvoir s'arrêter un peu et puis prendre ce côté coaching pour privilégier le moment clé où ça s'est bien passé. Donc je te félicite, ça s'est super bien passé, bravo. Donc si j'entends bien, la première étape, c'est déjà de prendre le temps de faire des pauses, de célébrer le succès plutôt que de toujours exiger plus et toujours attendre mieux. Absolument, 100%. Oui. Donc ça, c'est la première chose, c'est prendre le temps finalement de faire du feedback positif. Absolument, oui. C'est exactement ce qu'on veut. Et puis le fait de s'arrêter, c'est quelque chose qui n'est pas très commun dans notre vie actuelle. C'est vrai que tout le monde court vers quelque chose et même nous-mêmes, on a du mal à être gentil avec nous-mêmes et prendre 5 minutes par jour pour se féliciter pour quelque chose ou d'avoir fait quelque chose dont on est content. Donc oui, ça, je pense que c'est une des premières choses que j'aimerais que tout le monde fasse et ça peut changer énormément dans la vie de notre équipe et notre vie à nous. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième outil ou deuxième lien, je dirais, c'est privilégier vraiment dans les mesures, dans les KPIs, le côté humain. Donc, côté relationnel, côté développement client, leur loyauté, puisque c'est quelque chose qui est très sous-estimé au niveau des mesures justement d'impact et mesures d'engagement de notre équipe jusque-là. Et il nous manque, je le vois partout, il nous manque les KPI qui puissent justement refléter ce genre d'investissement de la part de nos équipes. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut mesurer ce lien humain ou comment un vendeur arrive à connecter avec un client? Parce que mesurer des ventes, on peut identifier des critères qualité sur le cérémonial de vente, on peut. Comment est-ce qu'on met en place des KPI sur de l'humain? Ben, c'est quelque chose qui est beaucoup plus challenging, beaucoup plus difficile, bien évidemment. Peut-être c'est ça la raison que jusque-là, c'était pas très développé. Je pense que, en effet, c'est pas quelque chose qui est facile à mesurer, mais c'est quelque chose qui peut être mesuré par rapport à l'agrandissement des portefeuilles de clients, par exemple, ou la loyauté de certains clients. Est-ce qu'on voit que les clients restent avec certaines personnes parmi nos équipes ou ils s'évaporisent quelque part, ou ils sont plus les clients de la marque, ou ils partent pour un autre endroit où la même marque est installée, et aussi la fameuse rétention des clients, est-ce qu'elle est là? Est-ce que le recrutement des clients, est-ce qu'il s'est fait ou pas? Souvent on parle de walk-in, les clients qui se pointent à la boutique. Est-ce que eux, ils étaient fidélisés ou pas? Est-ce qu'ils ont envie de revenir? Même s'ils n'ont pas acheté tout de suite, est-ce qu'ils reviennent pour faire une autre visite, pour approfondir leur connaissance? Donc, il y a un moyen à suivre celle-ci, mais encore une fois, on parle dans quelque chose qui n'est pas encore établi et qui n'est pas encore très tangible. Donc c'est vrai, il y a un vrai travail à faire dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas à 100% tangible que les KPIs vendent. Oui. Donc on voit apparaître sur les grilles d'audit justement de plus en plus ces critères émotionnels. On va aller évaluer les employés et les personnes en charge de l'expérience client sur leur capacité à créer du lien avec les équipes. Mais concrètement, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'ils soient capables de mettre ça en place? Les incentives. Troisième outil, troisième lien, les incentives. Mettons en place les incentives. Ben, célébrons. Donnons la fierté aux gens. Donnons, au lieu des bâtons, donc la pression, donnons la carotte. Donc, donnons je sais pas, ça peut être un cadeau, ça peut être un mot gentil devant tout le monde, félicitations. Ça, c'est quelque chose qui est précieux. C'est quelque chose qui fait appel à l'ambition de la personne, à la mission de la personne. Donc, valorisation de leur travail et leur mission. Super important. Et ça pourrait être aussi finalement un pourcentage sur les ventes. Absolument, oui. Parce que d'expérience, aujourd'hui, il y a encore
très peu de marques. Absolument. Alors, ça existe, mais il y en a quand même très peu. Alors, en joaillerie, peut-être davantage. Dans le secteur de l'hôtellerie, par exemple, on le voit très très peu. Il y a encore aujourd'hui peu de marques qui incentivent leurs équipes sur les résultats et sur les ventes et qui proposent un pourcentage. Oui. Et donc, on en revient au fait qu'un employé qui fasse bien ou pas son travail, il a le même salaire à la fin du mois. Tout à fait. Oui. Et selon toi, qu'est-ce qu'empêche les marques aujourd'hui d'aller proposer des pourcentages? Et est-ce que tu penses que ce serait un vrai levier en termes de résultats? Je pense que oui. Qu'est-ce qui empêche? Je pense que c'est tout simplement le système a été implémenté il y a très longtemps et puis on s'est dit ok ça marchait jusqu'au-là donc ça va marcher pendant très longtemps. Sauf que là c'est le moment vraiment de faire les améliorations. Pourquoi là c'est le moment? Parce qu'on veut changer le cap. Donc c'est une autre approche. C'est plus transactionnel, c'est plus relationnel. Donc c'est là où les changements se passent. Donc c'est là où il faut qu'on prenne la décision pour justement donner plus de structure à ce que nous voulons implémenter. S'il n'y a pas de structure qui nous supporte, on peut faire plein de choses, on peut avoir plein de bonnes volontés, mais tout simplement nos changements ne seront pas ancrés dans ce qu'on fait. Donc la structure. Et comment ça se caractérise par rapport aux équipes? C'est-à-dire que si on rentre pas dans cette culture, comme tu disais, de la carotte finalement, quel est le risque? Le risque, c'est tout simplement que les belles éléments que nous avons, ils vont partir ailleurs. Et les clients avec. Puisque les éléments qui sont bien dans leur travail, ils ont su développer justement la relation client avec leurs clients à eux. Donc là, on perd pas seulement les super éléments parmi nos équipes, mais on perd aussi leur portefeuille client. Et finalement, c'est une catastrophe. D'accord. Ouais, donc là, selon toi, ça devient urgent. Tout à fait. De pouvoir vraiment incentiver les équipes pour les maintenir, pour réduire le turnover et puis pour améliorer leur motivation. Oui. Et je pense que c'est bien de chercher le bon milieu. En polonais, on dit le milieu doré. Et je travaillais avec les marques, des marques de haute joaillerie, surtout une, il y avait un très joli système d'encouragement, justement, d'incentifs, où, en effet, l'équipe entière a bénéficié, tout le monde a bénéficié d'être reconnu pour des belles ventes. Donc, si quelqu'un a fait une belle vente, l'équipe entière a été considérée que tout le monde a donné leur mieux. Mais aussi, la personne qui a fait cette belle vente auprès d'un beau client, c'est là, elle a eu encore un pourcentage ajouté à la fin. Donc, ça, c'était quelque chose qui était équilibré. Parce que du coup, si on se limite à donner seulement le pourcentage de la vente à une personne qui a fait la vente, on sait très bien que c'est très rarement une personne qui a fait la vente, en fait. Et ça crée des jalousies. Voilà. Et puis, ça crée aussi une espèce de rat race, entre les guillemets, où on peut se mettre le bâton dans les roues, on travaille pas en équipe. Et du coup, ça, je pense que c'est une bonne moyenne à arriver à sceller l'équipe comme telle est, donc l'esprit d'équipe, et aussi valoriser la personne qui a fait une belle vente. Là, c'est très intéressant ce que tu dis parce que effectivement, fréquemment, j'entends des clients qui me disent « Oui, mais moi, je veux pas aller donner des commissions parce que derrière, ça crée de la compétition. Les gens se respectent plus, vont à la course à la vente, limite se battent pour aller s'occuper des clients. » Et finalement, pour toi, le secret, c'est à la fois d'incentiver individuellement, mais d'incentiver en groupe aussi. Oui. Et cet incentive, il doit se faire, d'après toi, avec un pourcentage. Ça doit être un incentive financier ou est-ce que ça doit être des cadeaux? Comment elle doit se faire cette rétribution? Je pense que c'est bien de faire les deux. Je pense que c'est bien de faire les deux parce que chacun de nous, chaque personne a d'autres valeurs. Il y en a certains qui se sont plus valorisés par leur salaire ou l'argent. Il y en a qui, ils travaillent pour travailler. Donc, certes, l'argent est important, mais ils travaillent aussi pour
quelque chose qui n'est pas tangible. Donc, un cadeau, en soi, c'est quelque chose qui est associé avec célébration. Donc, il n'a pas ce côté, OK, je te donne plus d'argent parce que tu as fait ça, mais c'est plus, je célèbre ce que tu as fait. Donc, si on jongle avec le 2, si on implémente les deux, et on utilise les deux comme outil, je pense que ça peut être justement revalorisant pour le monde entier qui est engagé. C'est intéressant. Donc, si je récapitule, les 3 facteurs clés de succès pour finalement développer le lien émotionnel avec ses clients en boutique, le premier, c'est la célébration. Absolument. Donc, célébrer les succès, valoriser, finalement, c'est le facteur reconnaissance. Absolument. Le deuxième, c'est de mettre en place des KPI pour mesurer le facteur humain en boutique. Oui. Donc, et qui peut se faire très facilement en regardant le niveau de rétention de la clientèle et puis la façon dont les employés réussissent à créer du lien avec leurs clients. Et le troisième facteur clé de succès, c'est la rétribution et l'incentive sur les ventes, avec comme point de vigilance que ce soit un incentive individuel et de groupe. Oui, je crois vraiment que c'est une bonne stratégie. C'est très intéressant. Merci. J'ai une question qui me vient quand même en tête. Je tire un petit fil par rapport à un terme que tu as utilisé au début de cet entretien et qui suscite ma curiosité. Tu parlais de luxury fatigue. Est-ce que tu peux creuser un petit peu parce que on en entend pas mal parler en ce moment? Oui, donc ce fameuse luxury fatigue, c'est en effet l'effet des fatigues tout simplement, et on le connaît depuis quelques années qui ont passé après Covid. Donc, nous avons observé une énorme activité pendant et juste après Covid, où tout le monde s'est valorisé, enfin tout le monde, je veux dire les clients, s'est valorisé en achetant. Donc les produits, en gros, ils se vendaient, je ne parle pas le mot produit, mais les créations, ils se vendaient facilement presque tout seuls. Là, il y avait un boom qui était sur l'Internet, pareil, click and collect, voilà, dans toutes les dimensions. C'était une période assez faste finalement, parce que les gens allaient combler leur frustration d'être enfermés en consommant. Oui, voilà, donc c'était facile. Donc voilà, je reçois chez moi, mon cadeau que je me suis fait, tout ça. Mais du coup, les années ont passé. Et là, de plus en plus, les gens, ils ont envie de quelque chose qui est quelque chose à vivre et pas à avoir. Donc, l'approche est moins dans je vais acheter et je vais avoir quelque chose. C'est plus dans je veux vivre quelque chose spécial, quelque chose qui est précieux pour moi. Et si on peut lier les deux, bien sûr, on a une cerise sur le gâteau. Donc, si je peux vivre quelque chose d'exceptionnel en tant que client et pendant le moment où je me fais plaisir, mais là, c'est gagnant-gagnant. Et c'est là où ça crée une énorme différence entre comment le client se sent quand il achète et comment le client se sent quand il vit un moment exceptionnel pour eux. Ils se projettent déjà avant d'aller à un entretien, un rendez-vous dans la boutique. Ah oui, je veux vivre un moment extraordinaire et me faire plaisir en achetant quelque chose par la suite ou en même temps. Donc, c'est ça que on a une tendance à privilégier de plus en plus maintenant. Et c'est là où il y a justement le nerf de la guerre. D'accord. Et comment on arrive à faire en sorte que ces équipes fassent vivre un moment exceptionnel aux clients? Parce que on leur parle d'enchantement du client, on leur parle de cérémonial, on leur parle d'empathie. Mais comment on instaure cette conduite du changement pour qu'il se passe quelque chose dans le mindset des équipes et qu'elles aient envie de le mettre en place? C'est quoi le levier de motivation pour les équipes? Le levier de motivation, c'est de commencer à parler humain et parler moins des produits, des transactions. Certes, quand le client vient dans une boutique, ils attendent la connaissance
de la part des vendeurs. Donc les vendeurs, bien sûr, ils ont leur connaissance des produits, des créations. Donc ça, c'est quelque chose qui est en quelque sorte dû, parce que c'est quelque chose, je suis professionnelle ou pas. Donc forcément, on peut dire, je suis professionnelle, je connais ce que je propose, je connais mon offre. Mais il faut aller au-delà de ça, ajouter une couche. Donc ce que je veux faire, je veux être un hôte, je veux être quelqu'un qui reçoit et qui met mes clients à l'aise, qui fait en sorte que mes clients sont perçus comme des humains comme moi. Donc du coup, j'utilise mon empathie, j'utilise mes valeurs pour connaître leurs valeurs à eux. Et je crée, grâce à cela, en sortant peut-être un peu de ma zone de confort typique des vendeurs, je crée un moment agréable pour moi et pour cette personne. Donnant. Et comment on fait en sorte que les vendeurs aillent créer cette empathie ? Encouragement. Encouragement. Pendant les briefs du matin, on va pas s'arrêter sur les chiffres. On va peut-être pas mentionner les chiffres. Alors là, c'est bien que tu le mentionnes parce que la plupart des briefings auxquels j'assiste, c'est combien on a fait hier et combien faut faire aujourd'hui. C'est ça. Et c'est que chiffres. Oui. Donc, en fait, ton conseil, ce serait arrêtons de parler de chiffres au Arrêtons, briefing. bien sûr. On peut en parler de temps en temps. Enfin, donc ça peut être aussi un outil de travail, mais un petit challenge. Un peu de challenge. Mais jusque-là, c'était une obsession des briefings. Donc, on commençait et on terminait par les chiffres. Et puis après, on passait, par rapport à mes observations, ce que j'ai vécu, donc on terminait par les chiffres, la majorité des temps où je passais, pendant mes rôles. Et on s'arrêtait brièvement sur tout ce qui est feedback client. Hier, on a eu tel et tel client qui a partagé tel et tel feedback. Qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, c'est pour critiquer. Et c'est souvent, justement, c'est le moment où on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dites-nous. Et en fait, au contraire, on devrait, moi, j'étais, très enchantée j'ai travaillé avec une marque de joaillerie où on a fait carrément un mur de réussite et quand on avait le feedback agréable des clients, on mettait ça sur un mur de réussite et c'est ça qui nous stimulait. Donc n'importe quel email, n'importe quel commentaire sur, je sais pas, Google ou WhatsApp, on partageait, on mettait sur le mur parce que c'est ça qui nourrissait en fait, c'est cette approche. On veut passer un bon moment, on veut que notre client passe un bon moment, et ça nous stimule justement. C'est ça notre obsession. C'est ça notre obsession. C'est ça notre objectif. C'est d'aller trouver cette joie et cet engouement. Oui. Et en fait, ce qui est étonnant, mais ça c'est typique, c'est qu'on a tendance, vraiment le cerveau humain, il va avoir tendance à se focaliser davantage sur les remarques négatives, sur ce qui va pas, sur ce qui s'est mal passé, au lieu de s'orienter sur ce qui s'est bien passé pour avoir envie de le reproduire. Ça, c'est la nature humaine. On est programmé pour voir un danger tout d'abord pour pouvoir échapper aux prédateurs. Et donc là, il faut aller travailler sur nous. Tout à fait. Tout à fait. Et si je comprends bien dans ce que tu dis, le secret du secret pour réussir à développer ses ventes et à enchanter ses clients, c'est que on parle de faut être empathique avec les clients, faut créer du lien, faut aller les enchanter, etc. Mais on oublie d'enchanter ses équipes. Bien sûr. Et ça paraît évident. Bien sûr. Et pour autant, c'est tellement rare. Mais bien sûr. Et alors du coup, les équipes se trouvent avec deux messages. Bon, empathie, faites vivre quelque chose de très important au client. Ok, combien t'as vendu? Donc là, il y a un énorme gap, un énorme trou entre les deux. Il n'y a pas de point en commun, aucun en fait. Donc quelle langue dois-je parler? Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens du tout. Donc, finalement, il faut que nos équipes ressentent l'empathie, ressentent l'enchantement pour pouvoir le transmettre au client. Complètement. Donc, c'est la vision qui se perpétue, en fait. C'est quelque chose qui est véhiculé quotidiennement. Et ça vient vraiment du management, de tout autre management. Tout le monde, il faut qu'il soit aligné sur la mission. Absolument. Et aujourd'hui, si on brûle cette étape, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on a sauté quelque chose qui était crucial pour pouvoir implémenter quelque chose qui est essentiel dans notre mission. Donc, enchantons nos équipes pour enchanter les clients. Oui, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et c'est évident.
Et pourquoi on le voit aussi peu? Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est dans notre zone de confort. On est habitué à fonctionner comme on a fonctionné depuis des années. Résultat. Et là, c'est un peu un wake-up call. Ça fonctionne plus. Donc, il est temps de changer. Nos clients ont changé. Il faut que nous changions aussi. Ouais. Et si on rate le coche... oui, les autres, ils vont gagner, hein, pas nous. Merci. Avec Merci plaisir. beaucoup, Elena. C'est très, très précieux là, ce que tu nous partages. Et je crois qu'il est temps de passer ce cap-là et d'oser finalement faire preuve d'empathie avec les équipes pour qu'elles l'instaurent avec les clients. D'autant plus dans cette ère où l'IA est très présent. Ah oui. Il va y avoir besoin de contrebalancer. Oui. Bon, là, c'est encore un autre sujet, mais plus le digital va se développer, plus ce sera important de développer l'humain en parallèle. Oui, je crois vraiment. Et c'est ça ce qui fera la différence. Une énorme différence. Énorme. C'est un très joli bijou que tu nous partages aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est un sujet qui est très proche de mon cœur. Donc, c'est important. Très bien. Pour conclure cet épisode, on parlait de ta vision d'excellence au début. Moi, je serais quand même curieuse de savoir comment est-ce que toi-même, tu incarnes l'excellence au quotidien. Est-ce que tu as un petit rituel ou un mantra qui t'accompagne pour développer cette excellence en toi? Je pense que oui. Je me suis jamais posé cette question, mais je pense que oui, je peux mentionner le fait que souvent, j'essaie de prendre mon temps, de m'arrêter un peu et me poser la question, est-ce que je voudrais vivre ce que je fais vivre aux autres? Donc, est-ce que j'aimerais bien être dans la peau de la personne avec qui j'ai interaction? Et est-ce que je leur... que je prends soin de notre relation? Est-ce que je suis agréable? Est-ce que moi, en étant cette personne, je partirais avec un sourire et je me serais dit « Ah oui, c'était génial passer un moment avec Elena ». Donc je pense que c'est ça qui me guide et c'est ça quand je ressens qu'il y a un signal de l'autre côté qui me dit « Oui, on est arrivé à créer une connexion », pour moi c'est très enrichissant, donc je pense que c'est ça qui me guide. Oui, c'est ça mon excellence. Oui, alors c'est précieux ce que tu dis, c'est finalement d'observer l'impact que tu as sur ton interlocuteur et de t'assurer qu'il y ait des belles énergies qui soient transmises. Oui, 100%. Et ça, je te le confirme, tu y arrives très bien. Ah, merci. Parce que je passe un excellent moment avec toi et toi, tu Joanne. me transmets des énergies qui sont incroyables. Mais c'est réciproque. Vraiment. Tant mieux. Merci beaucoup, Elena. Avec plaisir, Joanne. Merci de m'avoir invitée. C'était un grand plaisir. Plaisir partagé. Un immense merci pour votre écoute lors de cet épisode. À présent, une réflexion s'offre à vous. Qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour incarner l'excellence dans votre quotidien? Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager ou à déposer quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur le chemin de l'excellence, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée.